Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Je vois que ça a déjà commencé, que vous vous connectez d'un peu partout. Donc on a des gens de Mauritanie, également de Savoie, Dakar, Bénin et Togo. Donc n'hésitez pas à vous présenter et à indiquer également votre association ou organisation. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Oui, donc voilà, moi c'est Lawel Adiza. Je suis de l'ONG Songe Niger. D'accord. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, comme ça tout le monde pourra avoir accès aux différentes informations. Alors, bonjour à tous et à toutes. Yao Kwasi Jean-Luc, je viens de la Côte d'Ivoire, de l'ONG Conscience et Vie. Merci. Merci Jean-Luc. Je vais vous inviter à vous présenter dans le chat, comme ça on va pouvoir commencer le webinaire dès à présent. Et je vais donc laisser la parole d'abord à Mathilde qui va commencer cette présentation de webinaire. Bonjour à tous. Merci de vous connecter aujourd'hui pour cette heure et demie de webinaire qui portera sur la thématique suivante, l'analyse quantitative et la visualisation de vos données de manière percutante. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous rappeler quand même en quelques mots qui nous sommes. Donc Carte ONG, nous sommes une association. Euh, Tu peux passer la diapo. Nous sommes une association investie dans toute la partie information management, donc toute la partie gestion des données, de la collecte à la bonne utilisation et à l'archivage, ainsi que sur le volet de la cartographie, et tout cela en s'investissant dans le domaine de la solidarité internationale pour appuyer des organisations comme les vôtres, pour avoir de bonnes pratiques et pour davantage mettre au cœur de votre action opérationnelle tout le cycle de la donnée. Voilà, tu peux passer. Alors, en quelques mots, donc moi je me présente, je suis Learning and Development Manager donc à Carte ONG. C'est moi qui ai dans mon portefeuille tous les projets formation liés à votre renforcement de compétences. Et je passe rapidement la parole à à Camille, qui présentera Jessica, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, et à Camille, qui sera la formatrice de ce webinaire aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Camille Bonjour à tous, je m'appelle Camille et j'ai et j'ai rejoint rejoint Carte Carte ONG en janvier. et Et donc donc je je travaille travaille plus plus spécialement spécialement en en gestion de gestion la de la formation. formation. Euh, et Et également, également, j'ai j'ai présenté présenté ce ce webinaire webinaire avec avec Jessica, Jessica, qui n'est qui pas n'est là pas là aujourd'hui, aujourd'hui, mais mais qui a qui a présenté présenté la la première première partie partie qui qui concernait concernait le le nettoyage nettoyage de de la la base de base de données, données, ainsi ainsi que que la la compréhension compréhension de de nos nos données données pour pour pouvoir pouvoir les les analyser analyser pendant pendant ce ce webinaire. webinaire. Alors, en quelques mots, pour revenir sur ce cycle de webinaire, donc c'est le troisième cycle de webinaire dans le cadre de notre projet GDOP, Gestion responsable de données, qui est financé depuis plusieurs années par l'Agence française de développement. Le premier webinaire qui a été animé par Jessica le 18 novembre dernier nous a permis de revenir sur un point fondamental qui est vraiment celui que aucune analyse solide, aucune visualisation claire, aucune prise de décision fiable n'est possible si les données ne sont pas d'abord propres, si elles ne sont pas complètes, si elles ne sont pas cohérentes. Et donc, du coup, Jessica est revenue avec vous sur ce qu'elle a nommé les 5 critères de qualité des données, à savoir la fiabilité, la lisibilité, la cohérence, l'exhaustivité et l'actualité. Lors de ce premier webinaire, on a parcouru différentes étapes clés du traitement de la donnée, à savoir identifier les erreurs courantes, harmoniser les formats, valider les informations ou encore structurer un tableau
pour qu'ensuite il soit exploitable en vue justement d'apporter une certaine visualisation. Il y a eu beaucoup d'outils Excel qui ont été évoqués et on a pu aussi parler notamment de l'importance d'avoir ces bonnes pratiques qui sont celles de repérer des doublons, de normaliser les dates, de nettoyer les valeurs aberrantes ou encore de préparer un fichier prêt à l'analyse. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous êtes déjà partiellement doté de tout ce bagage qui va vous permettre de comprendre maintenant ce second webinaire qui va davantage porter sur la visualisation. Parce qu'aujourd'hui, Camille va avoir la lourde tâche de vous apprendre à donner vie à ces données. Et donc là, pareil, à travers différentes étapes pour avoir une visualisation réussie, à savoir comment choisir entre un graphique, entre une carte, entre un tableau, selon vos objectifs. Et bien sûr, en se focalisant, nous, sur l'aspect dashboard et utilisation par Excel. Donc là, Camille va se lancer dans un tour de force qui sera de vous montrer en direct un petit peu comment fonctionne la mise en place d'un dashboard Excel. Et donc, elle vous montrera pas à pas, comme un tuto, comment parvenir à ce résultat. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite un très bon webinaire. Et encore une fois, n'hésitez pas à être investi dans le chat, à poser toutes vos questions. J'essaierai de mon côté, en parallèle de la présentation de Camille, de vous apporter des outils ou des éléments complémentaires. Et puis, on aura un temps de questions-réponses ensuite. Merci Merci. Mathilde. Alors, vous avez évoqué qu'il y avait dans le chat un écho, donc j'espère que là, vous m'entendez bien et que vous n'avez plus cet écho. N'hésitez pas à me faire part dans le chat s'il y a des problèmes au niveau du son. Voilà, on essaiera de réajuster en temps et en heure. On voulait juste notifier que effectivement, on va avoir très peu de temps, donc vous allez voir qu'on va traiter l'essentiel du sujet. Néanmoins, je vais pas mal vous rediriger vers nos plateformes de learning où vous aurez plus de détails sur certaines manipulations. Donc, n'hésitez pas à aller les voir par vous-même par la suite. Mathilde les mettra aussi les liens dans le chat, donc vous pourrez y avoir accès. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, d'abord, je vais vous présenter les objectifs pédagogiques, ce qui va un peu vous montrer ce que vous allez apprendre. On va définir ensuite les concepts clés de l'analyse de données et voir aussi le cadre et les outils que vous allez devoir utiliser. Donc le plan d'analyse, l'approche et le choix de l'outil. Donc on va aller pas à pas dans ces différentes étapes qui sont des étapes importantes au travail d'analyse et ensuite de visualisation des données. Par la suite, je vais vous montrer l'analyse de données en soi dans Microsoft Excel. Et enfin, on fera un petit tableau de bord pour la visualisation des données. On va pouvoir choisir quel type de visualisation et comment on fait un tableau de bord simple et efficace dans Excel. Une fois encore, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mentionner dans le chat parce que j'y ai accès, donc je pourrais soit le voir, soit Mathilde, et on pourra réagir un peu en temps et en heure. Les objectifs pédagogiques, tout d'abord. Donc en fait, à l'issue de cette formation, vous allez être capable de générer une analyse via des tableaux croisés dynamiques et je vais vous montrer pas à pas comment on les utilise et comment on les met en pratique. Et enfin, vous pourrez identifier et implémenter des techniques et les bonnes pratiques pour la visualisation de données. Je vous rappelle que dans le cycle de gestion de données, l'analyse se situe donc après le traitement et le nettoyage et la validation des données, cette étape qui a été effectuée avec Jessica au dernier webinaire. Donc nous, maintenant qu'on a effectué le traitement et le nettoyage des données et qu'on a classifié et stocké certainement les données, on va pouvoir s'attaquer à l'analyse et à la visualisation. Maintenant, on va définir les concepts clés de l'analyse de données. Ma première question, ça serait, qu'est-ce que l'analyse de données selon vous? Donc, vous pouvez intervenir dans le chat pour nous donner quelques pistes de réflexion sur l'analyse de données. Est-ce que vous en avez déjà fait? Qu'est-ce que ça vous évoque, tout simplement? N'hésitez pas à utiliser le chat pour donner vos réponses, que je pourrai lire au fur et à mesure. Quand on parle d'analyse de données, à quoi ça fait référence?
Ouais. Ça a pas l'air de parler, donner du sens à la data. Oui, effectivement, utiliser des données collectées afin de dégager des tendances des informations, tout à fait. C'est un processus qui consiste à inspecter, nettoyer, transformer et modéliser. Oui, alors le nettoyage, on l'aura fait avant, mais effectivement, inspecter, transformer, modéliser. Faire parler les données, c'est imagé, ça marche bien. C'est indispensable pour le reporting, effectivement. On parle d'indicateurs, ça comprend des indicateurs, c'est vrai. Analyser consiste à comparer les données pour comprendre les évolutions, proportions. Oui, tout à fait. Effectuer certains calculs, moyenne, tendance, maximum, minimum, c'est parfait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc globalement, vous avez quand même une bonne idée de ce qu'est l'analyse de données. Merci, je vois qu'on n'est pas, on ne part pas de zéro. Donc pour redéfinir un petit peu l'analyse de données, quand on parle d'analyse de données, on parle de technique appliquée qui permet de révéler des informations utiles et de soutenir la prise de décision. Donc, je rappelle que la donnée brute, c'est une information qui est isolée, par exemple l'âge, le genre. Et quand en fait on génère de l'information, c'est qu'on combine différentes données ensemble. Et en les combinant ensemble, on va pouvoir donner une information, générer du sens, en fait. Et donc, l'objectif de l'analyse de base de données, c'est vraiment de combiner les données ensemble pour générer de l'information qui va permettre de prendre la décision, qui va permettre d'informer la prise de décision. Quand on parle d'analyse, vous avez utilisé un peu ces adjectifs déjà. On parle d'explorer, d'écrire, d'expliquer, connecter, interpréter les données, anticiper, donc ça veut dire prédire et prévoir. Et ça, c'est plutôt du machine learning, mais c'est vrai que ça permet en fait de voir les tendances et donc de s'adapter à ces tendances. Prescrire, donc suggérer, conseiller. Ça, c'est ce qui permet aussi de prendre les décisions au niveau opérationnel. Les différentes étapes pour l'analyse, il faut d'abord identifier les questions qui sous-tendent votre analyse. Normalement, avant de débuter toute collecte d'informations, vous devriez prévoir votre plan d'analyse qui est quelles questions on se pose, quelles sont les questions qu'on va poser durant notre collecte de données pour répondre à cette question de recherche, quels vont être les indicateurs et ensuite quelles analyses on va pouvoir produire. Et en faisant ça en amont de votre collecte de données, normalement, vous allez avoir toutes les ressources disponibles pour ensuite pouvoir faire votre analyse. Donc, on va d'abord répertorier aussi les ressources disponibles. Parfois, vous avez certaines données que vous avez déjà accès en ligne, donc il n'y a pas besoin de recollecter la donnée. On rappelle qu'il y a un principe de minimisation de la donnée qui est de ne pas trop collecter. Et ensuite, on formule un plan d'analyse que je vais vous montrer et on va choisir les outils. Aujourd'hui, on va se focaliser majoritairement sur Excel parce que c'est un outil qui est parfois sous-employé alors que vous avez une farandole de possibilités et vous n'avez pas besoin de payer pour y avoir accès. Donc, la première chose dont j'ai parlé, c'est définir le cadre et les outils. Et là, on va voir plus en profondeur le plan d'analyse, les approches et le choix de l'outil. Donc, quand on parle de plan d'analyse, d'abord, est-ce que vous avez déjà utilisé un plan d'analyse? Ça, ce serait une bonne question à se poser. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion soit d'en faire, soit d'en utiliser? Donc, vous pouvez indiquer dans le chat si c'est le cas ou pas. Donc, on a déjà Ahmed qui nous répond jamais. On a quand même Lenovo qui nous répond oui. Ouais, jamais oui. Donc, ça varie. Alors en fait, le plan d'analyse que vous pouvez voir à l'écran, et ça se découpe en plusieurs sections. D'abord, on a la question de recherche qui va être votre question plus globale, qui va englober plusieurs sous-catégories. Donc par exemple, la première question qu'on s'est posée dans l'étude de cas, c'est quelles sont les données démographiques de la population en termes d'âge et genre. On a eu d'autres questions, par exemple l'accès à l'aide alimentaire, est-ce que c'est influencé par la région ou pas? Donc là, vous posez votre grande question et par question, on va définir un indicateur, une variable. Donc, est-ce que ça va être composition du ménage? Est-ce que ça va être accès aux besoins de base? Voilà. C'est quoi l'indicateur auquel ça répond? Ensuite, votre questionnaire va avoir une série de questions qui va venir aider à répondre à cette question de recherche. Donc, si on pose la question des données démographiques de la population en termes d'âge et en genre, et ben, dans votre questionnaire, ça va être utile pour vous de demander quel est le genre du chef de famille, quel est l'âge du chef de famille, combien il y a de membres dans le ménage, quel est le nombre total de membres de ménage, etc. Vous définissez tout le temps une unité de collecte des données, donc là, souvent, c'est les ménages. La désagrégation souhaitée, s'il y a une importance, par exemple, d'avoir les régions, et nous, on va voir dans notre analyse que oui, il va falloir avoir les régions.
Ensuite, je vois, et on va aussi définir le type d'analyse. Donc là, on va voir, par exemple, pyramide des âges, distribution des fréquences, mesure de la tendance, mesure de la variance. Donc, tendance, variance, tendance centrale, c'est des mots que vous allez beaucoup entendre. On va les redéfinir ensemble. Je vais pas m'appesantir sur ces concepts parce que vous avez des boîtes à outils qui sont déjà en ligne pour vous les présenter. On va juste faire un rappel. Et ensuite, je vais vous montrer comment concrètement vous allez pouvoir les calculer assez rapidement dans Excel. Donc, ma deuxième question, ça serait quel type d'analyse des données connaissez-vous? Quand on parle d'analyse de données, généralement, il y a plusieurs catégories. Est-ce que vous en avez en tête? Quantitatif, qualitatif, tout à fait. Donc, en fait, les types de données qu'on va pouvoir observer, c'est soit quantitatif, qualitatif. Donc, c'est les mots qui reviennent le plus souvent dans le chat. Donc, on a la méthode quantitative. Donc là où on peut dénumérer les données, tandis que la méthode qualitative, c'est souvent des méthodes qui sont plus difficiles à capturer. Et donc, pour ce faire, souvent, on fait des entretiens, des audios, des vidéos, c'est des documents, des observations, des enquêtes de satisfaction. Donc ça, c'est plus des données qualitatives. Tandis que la donnée quantitative, vous allez avoir tout ce qui est les enquêtes, questionnaires, WASH, les suivis d'infrastructures. Vous, là, vous avez des données quantitatives. Donc, on va avoir deux approches quand on commence une analyse de données. On va avoir l'approche inductive ou l'approche déductive. Donc, qu'est-ce que ça signifie? L'approche inductive, ça implique d'aborder l'analyse sans idée préconçue. Donc, vous allez analyser vos données et vous allez voir ce qui en ressort. Tandis que l'approche déductive, c'est que vous partez déjà avec une hypothèse ou une théorie et là, vous allez essayer de la valider. Vous allez voir si vos données, elles vous confirment ou vous infirment votre hypothèse de départ. Généralement, quand on fait de la collecte de données, on a souvent une idée préconçue, donc on a plutôt une approche déductive, mais il peut apparaître que parfois vous récupérez une base de données et que là, vous n'avez pas du tout d'idée préconçue et que vous allez faire une approche inductive. Choisir ces outils, ça c'est l'étape qui vient avant l'analyse de données. Donc là, je vous ai mis plusieurs outils en ligne de collecte de données mobiles. Vous avez aussi les tableaux de bord, donc Power BI et autres. Néanmoins, nous, on va... On voit plus tout. Ah, on me dit qu'on voit plus mon partage d'écran. Est-ce que vous voyez encore l'écran? Oui, Oui. Oui, l'écran est visible. D'accord, très bien. Bon, moi, je vais On voit. continuer comme ça. Donc, je vous citais les outils et vous avez donc les outils hors ligne. Et là, Excel vient en première ligne. Et c'est vrai que Excel, c'est souvent un outil qui est sous-utilisé. Et donc, aujourd'hui, on aimerait le mettre à l'honneur parce que c'est un outil qui vous permet de ne pas avoir à payer, sauf la licence Microsoft, mais voilà, qui est accessible et gratuit et qui en fait a un potentiel assez incroyable. Donc, aujourd'hui, c'est sur ça qu'on va se baser à la suite du nettoyage de données qui a été effectué par Jessica sur Excel. Est-ce que vous avez des questions avant que je continue sur l'analyse des données sur Microsoft Excel? N'hésitez pas à intervenir dans le chat s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Maintenant, on va débuter donc l'analyse des données et on va s'attacher d'abord à comprendre les formules d'erreur. Ça, vous allez pouvoir avoir accès au support après le webinaire, donc si vous avez besoin d'y retourner, n'hésitez pas. C'est juste que souvent, ces erreurs, elles vont vous apparaître à l'écran et que ça vous permet de comprendre rapidement d'où vient le problème. Donc, div 0, le premier, c'est quand vous essayez de faire une division par un chiffre qui est égal à 0. Donc ça va vous mettre une valeur aberrante en mathématiques. Pour la seconde qui est name, ça c'est quand ça fait référence à un nom de plage qui n'existe pas dans le classeur. Peut-être que vous avez supprimé une cellule et qu'en fait vous n'avez plus accès. Nul, ça s'insère quand vous avez un espace au lieu d'un point-virgule, voilà par exemple. Number, ça se produit quand vous avez un problème dans la formule avec un nombre. Ref, c'est quand ça fait référence à une cellule non valide, la cellule a dû être supprimée ou la formule n'arrive pas à la retrouver. Et valeur, ça se produit quand vous avez le mauvais argument dans l'opérateur. Donc ça, vous allez voir, mais vous avez utilisé une opération mathématique qui se réfère à des cellules contenant du texte, par exemple. Donc ça a forcément pas fonctionné. Voilà, je suis trop rapide, je vais essayer de ralentir alors.
Donc ça, c'est les erreurs que vous allez pouvoir retrouver. Je vous les mets juste ici, mais vous allez pouvoir retrouver aussi dans l'aide d'Excel. Ils vont pouvoir vous indiquer, en fait, aussi sur une petite fenêtre qui va s'afficher, quel type d'erreur vous avez en face de vous. On va passer aux statistiques descriptives. Donc là, ça va être la partie un petit peu théorique. Je vous demande de rester avec moi jusqu'au bout. On va juste définir les concepts pour que quand je vous en parle, quand on va le faire en direct sur Excel, ça vous parle et que vous soyez pas euh, frustré d'avoir des terminologies qui font pas sens pour vous. Donc, il y a trois types de statistiques descriptives. Tout d'abord, on a la distribution qui concerne la fréquence de chaque valeur, donc combien de fois les valeurs ressortent dans votre jeu de données. Vous allez avoir la tendance centrale, donc qui concerne les valeurs moyennes. Et enfin, on a la variabilité qui va vous dire si votre jeu de données il est plus ou moins éparpillé ou recentré. Et ça, c'est des choses qui vont vraiment impacter en fait votre analyse de données. Et donc, c'est bien d'avoir une idée de la variabilité de vos données. Si vous avez beaucoup d'outliers, c'est-à-dire vous avez beaucoup de données qui sont marginales ou dans les extrêmes, là, vous pouvez vous poser la question de la signification de cet éparpillement. Et ça a du sens généralement. Donc, c'est bien de s'en rendre compte. Concernant le dénombrement maximum et minimum, ça, c'est des choses qu'il va falloir avoir en tête pour avoir un ordre d'idée, en fait, pour ensuite faire vos moyennes, vos variances, vos modes. Vous allez avoir des calculs qui vont être très faciles, à mettre en place pour obtenir ces différentes informations. Donc, calculer l'effectif d'une donnée au sein d'une série statistique, c'est, en fait, compter le nombre de fois qu'une modalité de réponse apparaît pour de vos variables. Bon, ça paraît compliqué comme ça, mais ça l'est pas. C'est combien de fois un chiffre ou une donnée va apparaître. Donc, vous allez avoir la fonction nb.si qui permet de compter le nombre de cellules qui répondent à un critère. Je vais vous montrer tout de suite après comment ça se formule. Et une autre formule qui permet de répondre à des critères, notamment de texte. Là, ça paraît un peu abstrait. Je vais vous montrer avec ces captures d'écran. Vous voyez par exemple que sur la première capture d'écran en haut à gauche, les formules sont les mêmes en anglais. Oui, il me semble pour celle-ci. NB. À vérifier, mais je pense que les formules sont valables aussi en anglais. Vous allez avoir donc NB, là, l'utilisation dans la première capture d'écran, c'est on va calculer en fait le nombre d'occurrences pour les mâles. Et donc en fait, on va avoir le nombre de valeurs qui va apparaître. Pour la seconde capture d'écran, là, vous allez avoir une capacité d'utiliser NBVal ou, alors NBVal qui doit être en français, ça doit être nb.si, ce que je vous ai présenté plus haut, qui là vous permet d'avoir l'occurrence, mais pour des valeurs texte. Maintenant, le maximum et le minimum, là, on peut l'obtenir en ayant, donc maximum, c'est quelle est la valeur maximum de mon jeu de données, et minimum, quelle est la valeur minimum de mon jeu de données. Donc, si vous avez par exemple l'âge entre 1 an et 99 ans, vous allez pouvoir calculer rapidement quel est le maximum et le minimum. Là, vous allez avoir deux formules, donc vous avez max et min, qu'on va utiliser comme ce faire. Si vous voyez mon écran, vous avez les captures où là, max, vous mettez égal max et vous mettez la donnée que nous recherchons. Et vous faites de même avec min pour obtenir la plus petite donnée. Et on peut utiliser également la valeur grande point valeur qui va vous permettre d'avoir la plus grande valeur du jeu de données. Donc ça, c'est des petites formules qui vont vous permettre d'avoir une idée. En fait, ça, on appelle ça l'exploration de votre jeu de données, ce qui vous permet en fait de comprendre quel jeu de données vous avez en face de vous. Maintenant, on va parler plus précisément de la moyenne, la médiane et le mode. Et c'est important de comprendre qu'en fait, souvent on utilise la moyenne parce que c'est souvent ce qu'on nous a aussi enseigné à l'école, que c'est la chose facile à faire. Mais en fait, il faut comprendre que la moyenne ne va pas être tout le temps représentative de votre jeu de données et que vous pouvez fausser votre analyse en ne faisant qu'une moyenne. Donc, tout d'abord, la tendance centrale. Excusez-moi, la tendance centrale. Donc, l'objectif d'une tendance centrale, c'est de calculer la tendance centrale d'une série de valeurs. Donc, d'abord, la moyenne, comme je le parlais, c'est une moyenne arithmétique. Donc, vous avez le nombre de données que vous allez diviser et ça va vous donner la moyenne sur le nombre total. Et donc, par exemple, la moyenne de 2, 3, 3, 5, 7, 10 est de 5. Jusque-là, normalement, la moyenne, ça reste le plus accessible. Maintenant, la médiane, ça représente le nombre intermédiaire d'un groupe, donc qui est différent de la moyenne.
Donc, vous voyez que si la moyenne pour ces chiffres-là, 2, 3, 5, 7, 10, c'est 5, en revanche, la médiane, c'est 4, parce que ça représente le nombre intermédiaire et non pas la moyenne. Enfin, la fonction mode, ça va représenter le nombre de la plus grande occurrence dans un groupe de nombres. Donc, si je vous prends 2, 3, 5, 7, 10, eh ben, la plus grande occurrence, c'est le chiffre 3, puisqu'il est présent deux fois. Et donc, le mode, si je fais le mode de cette section de chiffres, c'est 3 qui va ressortir. Donc, la moyenne, la médiane et le mode, c'est trois choses de base qu'on va vérifier quand on fait une analyse de base de données. Si je vous montre avec des captures d'écran, vous allez avoir en fait des formules qui vont vous permettre de les calculer. Je vous les montre brièvement parce qu'en fait, on va beaucoup utiliser tableau croisé dynamique où les formules sont directement accessibles dans le tableau croisé dynamique. Néanmoins, pour les utiliser correctement, c'est mieux de comprendre ce sur quoi il faut tabler. Donc, vous avez average, donc là, qui va être la formule en anglais. Donc, si vous faites égal average, là, vous allez avoir la capacité de calculer la moyenne, par exemple. Et donc, si vous étendez sur la droite, je vous ai mis, vous pouvez avoir sur la capture d'écran numéro 2 à votre droite, vous avez la cellule qu'on a étirée sur la droite, où là, vous avez du coup la moyenne pour male, female et total. La tendance centrale, donc ce que je vous disais, c'est que la moyenne, ça reflète pas totalement l'allure de votre distribution. Et effectivement, si vous regardez ces deux graphiques, et on voit bien que ces deux graphiques, la distribution n'est pas du tout la même. Que vous avez sur le graphique, l'enquête numéro 2, beaucoup plus de données pour la catégorie 1 et 2 qu'il n'en est pour l'enquête numéro 1. Néanmoins, quand on fait la moyenne de ces deux enquêtes, donc on voit bien que la répartition des données n'est pas la même, vous allez avoir la même moyenne. Donc ce qui montre que la moyenne, en fait, elle n'est pas révélatrice. Il faut la combiner avec d'autres données qui sont les médianes, les modes. Donc la moyenne, elle va être très sensible aux valeurs extrêmes. Donc si par exemple vous vous rendez compte que vous avez une base de données avec des valeurs extrêmes très importantes, minimum, maximum, eh ben votre moyenne va être très peu révélatrice. Du coup, la médiane, elle est beaucoup moins sensible aux valeurs extrêmes et aberrantes. Et là, elle va vous donner quelque chose de plus ajusté. Le mode, maintenant, elle va donner la valeur la plus récurrente. Donc le mode, c'est juste pour voir qu'est-ce qui revient le plus dans votre base de données. Avant de passer sur l'étendue, l'écart type et la variance, est-ce que vous avez des questions? On arrive au bout des questions purement théoriques. Bon, n'hésitez pas à intervenir dans le chat si quelque chose vous semble peu clair. Maintenant, la dernière chose qu'on va voir, c'est les mesures de variabilité. Donc, la mesure de variabilité, c'est ce qu'elle vous donne pour l'idée de distribution de vos valeurs. Donc, comme je vous ai dit, parfois, en fait, on a beaucoup de maximum, beaucoup de minimum, mais pas trop qui sont vers la moyenne. Donc, en fait, on va avoir besoin d'avoir une vision. Et aujourd'hui, on va faire un graphique qui va nous permettre de visualiser la distribution globale de votre donnée. On peut ensuite voir la tendance centrale. Donc là, on va voir qu'on va rajouter en fait une ligne qui va nous montrer si c'est plutôt exponentiel ou négatif. Et ça nous permet de définir la dispersion. Donc, il y a quelques mesures de variabilité. On a une première qui s'appelle la plage gamme étendue. Donc là, vous allez avoir la combinaison de maximum minimum. C'est pour ça que c'est important de comprendre quel est votre maximum, quel est votre minimum, parce qu'après, en fait, en combinant les deux, en faisant max moins minimum, vous allez pouvoir avoir l'étendue de votre base de données. Ensuite, on va avoir l'écart type, qui est la distance à la moyenne. Et enfin, la variance, qui est la distance à la moyenne au carré. Ne vous inquiétez pas, on va voir pourquoi c'est utile de connaître ces différentes données. Pour ce qui est de la gamme, l'étendue et la plage, donc on avait dit que ça vous permet en fait avec max et minimum de comprendre la distance entre les valeurs les plus extrêmes. Et une fois encore, ça a un impact parce que si vous avez beaucoup d'extrêmes, votre moyenne va être très peu révélatrice de votre jeu de données. Donc il va plutôt falloir se tourner vers la médiane par exemple. Donc ici, vous voyez que vous avez la formule qui est affichée pour vous et qui vous permet de comprendre l'étendue. Là, par exemple, sur l'exemple, entre l'âge, vous avez une étendue de 15 ans, entre l'âge le plus petit et l'âge le plus grand. Maintenant, la variabilité, on va parler d'écart type. Donc l'écart type, ça permet de mesurer la dispersion de votre série. Ça va décrire en fait en moyenne la distance par rapport à justement cette moyenne de votre échantillon. Plus vous avez un grand écart type, plus votre série de données est dispersée et variable. Et donc, une fois encore, si votre série est dispersée, eh ben, vous allez avoir une moyenne beaucoup moins révélatrice.
Donc c'est pour ça que c'est important de connaître votre écart type. Et généralement, quand vous voyez votre courbe de données, si vous avez une courbe de données qui est en cloche, là vous allez avoir un écart type qui est plutôt restreint et qui va donner une valeur à la moyenne assez significative. Néanmoins, si vous n'avez pas cet effet cloche dans vos données, c'est là où vous allez voir que cet écart type, du coup, il va être beaucoup plus étendu, dispersé, et donc vous allez devoir utiliser d'autres méthodologies d'analyse. Donc, une fois encore, voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est que si vous avez une coche, votre moyenne, elle va être beaucoup plus parlante que si vous avez, comme ce qui est montré en bleu, un écart type de 50. Bon, bah, l'écart type de 50, on voit qu'il y a une grande dispersion de vos données, donc votre moyenne va être beaucoup moins significative pour vous, tandis que l'écart type qui est de 10, donc pour la rouge, là, vous voyez qu'en fait, c'est en cloche, donc vos données vont être très rapprochées de votre moyenne, donc vous avez peu de dispersion, et donc ça va vous permettre, en fait, de voir que votre moyenne, elle peut peser en fait dans votre analyse de données. L'écart type, pourquoi on l'utilise? Donc une fois encore, je vous ai expliqué qu'en fait, si c'est une courbe et si c'est une cloche, oui, votre moyenne va avoir du sens, mais l'écart type, on le fait surtout pour vérifier que mes données, elles soient plus ou moins dispersées pour ensuite voir quel type d'analyse je vais pouvoir faire. Et vous voyez qu'entre le schéma qui est à ma gauche et le schéma qui est à votre droite, vous allez avoir en fait une différence d'écart type assez importante parce que le premier schéma, vous avez une cloche, donc là votre moyenne est assez significative. Le deuxième schéma, vous n'avez pas du tout d'effet de cloche, donc votre écart type vous montre bien que vous avez des minimums qui sont très importantes, peu de maximum, donc ça va impacter votre moyenne et donc il va plutôt falloir vous reporter sur des médianes et des modes. Maintenant, on va voir la variance. La variance, c'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Bon, ça paraît un peu complexe comme ça, néanmoins, ça l'est peu, au sens où en fait, automatiquement, vous allez faire le calcul pour vous. Et là, une variance élevée, ça va vous dire que la distance à la moyenne, en général, est élevée. Donc, ça vous donne une autre information que l'écart type. Et donc, pour trouver la variance, il faut simplement avoir l'écart type qu'on met au carré. Et plus l'écart type est grand, plus les valeurs de la série seront dispersées. Donc, une fois encore, ça, c'est que des analyses qui vont vous permettre de comprendre quel type de données vous avez en face de vous. Ça vous donne pas les réponses, ça vous donne juste, en fait, une méthodologie en vous disant, bah, si j'ai une grande dispersion avec l'écart type, que la variance me le confirme, bon, bah, à ce moment-là, je vais très peu utiliser une moyenne et je vais m'intéresser à la médiane, au mode, pour essayer de comprendre et de donner en fait une représentation de vos données qui soit avérée. Parce que parfois, on peut faire parler la donnée et en fait, elle est fausse parce qu'elle vous donne une mauvaise représentation. On va le voir en concret, mais voilà. Maintenant, je vais me pencher sur les tableaux croisés dynamiques. Donc là, on va abandonner PowerPoint et on va se jeter donc dans Excel pour vraiment voir ce que ça donne quand on le met en pratique. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Là, on va voir l'exercice pratique où maintenant que vous avez compris les principes théoriques. Excusez-moi, Oui, j'ai une question. oui, allez-y, je vous en prie. Euh, Par exemple, si je prends l'exemple de souvent nos tableaux de suivi des indicateurs, Oui, souvent on a des indicateurs en pourcentage. oui. L'unité de mesure, c'est en pourcentage et que à la fin, on a besoin de résultats globaux. Mhm. Par exemple, si on a des résultats maintenant désagrégés par trimestre et qu'à la fin, on a besoin de résultats globaux en pourcentage, est-ce qu'on peut faire une moyenne, une moyenne des pourcentages trimestriels? Parce que souvent, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions en interne. Maintenant, je voulais savoir quel est votre avis par rapport à ça. Faire une moyenne de pourcentage? Exact, oui, une moyenne de pourcentage. Bah, en fait, que vous preniez des pourcentages ou que vous preniez des valeurs absolues, vous n'allez pas avoir de problématique pour faire votre moyenne. Ce qu'il faut, c'est comprendre si la moyenne, ça vous donne une information qui est pertinente pour votre analyse par la suite. Je pense que c'est surtout ça la question. Techniquement parlant, oui, vous pouvez le faire. Maintenant, est-ce que ça vous donne une information qui est pertinente, qui vous permet d'avancer plus loin dans votre réflexion? Je pense que ça sera ça qui sera à se poser. OK, Est-ce que ça répond à votre question? merci. Je vous en prie. Donc, maintenant que vous voyez mon écran, j'espère que vous voyez tous le tableau Excel qui est devant moi, parce qu'on va maintenant directement travailler sur le tableau Excel. Donc ici, je vous ai mis le plan d'analyse, donc qui est intégré en fait dans mon tableau Excel, enfin dans ma base de données. Donc ici, nous avons la base de données qui est nettoyée.
pouvez la voir ici. Nous avons également le dictionnaire de données. Et là, Jessica vous l'a présenté. C'est en fait comment on explique le calcul et les désagrégations selon les questions. Donc, par exemple, cette donnée-là, les réponses 1, 2, 8, ça correspond à oui, non, ne sais pas. Et donc, si par exemple, je n'ai pas travaillé sur le formulaire, grâce au dictionnaire de données, je vais pouvoir être en capacité de comprendre, en fait, la base de données qui est en face de moi. On a tous eu des bases de données qu'on n'avait pas créées et la comprendre quand on n'a pas de dictionnaire, ça rend la tâche beaucoup plus ardue. Maintenant, le plan d'analyse, je vous le montre brièvement parce qu'en fait, on va s'appuyer sur ce plan d'analyse pour justement faire des analyses qui ont été demandées dans le plan d'analyse. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter tout ce qui va être indice d'accès à l'aide alimentaire, donc qui correspond à la question de recherche. L'accès à l'aide alimentaire est-il influencé par la région, le district ou la taille de la famille? Ce qui est une bonne question. Donc, nous, on va se pencher sur ces questions-là. On voit que la désagrégation, elle est par ménage et par région. Donc ça, c'est important parce qu'on va comprendre que la taille du ménage et la question de la région dans notre base de données, c'est des données qu'on va devoir utiliser dans nos tableaux croisés dynamiques. Et ici, on va avoir le type d'analyse qui nous est demandé. Donc, on a une désagrégation par région pour la question les ménages qui reçoivent une aide alimentaire. On va avoir la distribution de fréquence des options de réponse sélectionnées et la corrélation du nombre de jours avec la taille du ménage. Donc, on va essayer de se pencher sur cette question en particulier pour faire des analyses. Le tableau croisé dynamique, généralement, je vous remets juste ma première slide ici. Donc, à quoi ça sert? Le tableau croisé dynamique, c'est un outil qui est assez puissant pour permettre de calculer ou de faire des synthèses et des analyses de données très rapidement. Et donc là, vous allez avoir la possibilité de créer des modèles, des tendances, de voir un petit peu tout ça de manière plus intuitive. Pourquoi on l'utilise beaucoup? Parce que je vous ai montré qu'on a une myriade de formules qu'on peut utiliser dans Excel. Néanmoins, les faire une par une, ça prend du temps. Et parfois, en fait, on se perd dans nos calculs et on fait beaucoup de tableaux pour arriver à un résultat qui est peu satisfaisant en beaucoup de temps. Donc là, le tableau croisé dynamique, ça va vous permettre de faire des tableaux rapides d'analyse et ensuite de générer votre visualisation rapidement. Si je reviens donc à notre tableau Excel, j'ai préparé une page, pardon. Voilà, analyse ici. Et donc j'ai pris simplement les questions qu'on s'était posées en fait dans le plan d'analyse, donc la question de l'enquête, et là on va générer la réponse via des tableaux croisés dynamiques, ce qui va nous permettre en fait de rapidement comprendre le résultat de notre enquête. La première question sur laquelle on va se pencher, c'est votre foyer bénéficie-t-il d'une aide alimentaire? Donc là, on va pouvoir voir la répartition entre le nombre de personnes qui reçoivent et le nombre de personnes qui ne reçoivent pas. Pour ce faire, on va du coup générer un tableau croisé dynamique. Pour générer un tableau croisé dynamique, vous allez devoir repartir de votre base de données. Je vais donc sélectionner la base de données et pour la sélectionner, vous voyez, j'appuie sur le carré en haut à gauche de ma base de données, entre le A et le 2, et ça sélectionne automatiquement toutes mes données. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller sur l'onglet Insert, insérer en français, et vous allez voir Pivot Table ou tableau croisé dynamique si votre version est en française. Je vais donc cliquer dessus, et là, ils vont me demander où est-ce que je veux insérer mon tableau croisé dynamique. Je vais donc prendre une page qui est déjà existante. Ils vont me demander la localisation. Moi, je vais aller sélectionner directement la page où je veux insérer et je vais cliquer sur une cellule pour dire à mon ordinateur, bah voilà, le tableau croisé dynamique, il va s'insérer là. Et je vais cliquer sur OK. Lorsque vous avez fait cette manipulation, et je vous rappelle dans le chat, il y a Mathilde qui vous a mis le tableau, la base de données sur lesquelles vous pouvez essayer de vous entraîner en même temps. Ah non, elle ne vous l'a pas mis. Alors, je vais vous le remettre un instant. Je vais essayer de vous le trouver. Si dans Excel, l'étude de cas. On va vous trouver le tableau, la base de données, on va vous le mettre dans le chat. Vous allez pouvoir essayer en même temps que je fais la manipulation. Donc, vous avez maintenant à l'écran une fenêtre qui apparaît sur votre droite, Pivot Table Fields. Donc ici, vous allez voir que vous avez toutes les colonnes de votre base de données qui apparaissent. Ce qui apparaît long et un peu fastidieux, mais elles sont ici.
Et là, vous allez avoir quatre, euh, comment dire, quatre box, quatre encadrés. Vous allez pouvoir glisser des informations. D'abord, celle pour les filtres, donc qui va vous permettre de décider si vous voulez filtrer votre information avec quelle information. Les lignes, les colonnes et la valeur à partir de laquelle on va calculer l'information. Vous ne pouvez pas faire un tableau croisé dynamique sans mettre une valeur de calcul, c'est-à-dire qu'ils vont compter le nombre de lignes. Et quand on sélectionne une valeur, on va prendre une valeur, une colonne où il n'y a pas de valeur nulle ou de valeur manquante, parce que sinon vous allez avoir des problèmes de calcul. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va devoir calculer qui a reçu et qui n'a pas reçu une aide alimentaire. Pour ce faire, je vais aller sur mon dictionnaire de données et en fait, je vais chercher la donnée qui me permet de calculer qui a reçu et qui n'a pas reçu. Donc moi, je sais d'avance, parce que je connais ma base de données, que cette donnée-là, Food As, donc ce qui est Food Assistance, c'est votre ménage reçoit-il une aide alimentaire? Et la réponse c'est oui, non, ne sait pas. Donc c'est clairement en fait cette colonne-là que je vais devoir aller chercher dans mon tableau croisé dynamique. Donc je retourne sur mon tableau croisé dynamique, je vais dans Search, et là je vais taper le nom de la colonne où j'ai l'information qui est mise. Alors, je crois que j'ai une question dans le chat, un instant. Est-ce que vous pouvez répéter la problématique sur les valeurs vides? Tout à fait. On va répéter cette problématique. En fait, quand la colonne valeur, on va le voir quand on va le mettre en place, c'est une colonne où votre ordinateur va prendre la colonne et va calculer chaque cellule en calculant si elle est remplie ou pas. Si vous prenez une colonne où il y a des valeurs manquantes, votre ordinateur va calculer qu'il y a des blancs et donc il ne va pas prendre en compte la valeur où il y a un blanc. Donc par exemple, si je retourne sur ma base de données, on voit bien que par exemple, time record, là, je vais pas avoir de blanc dans ma valeur. Vous voyez, il y a des colonnes où il n'y a pas de blanc. Néanmoins, si je prends une colonne, la composition, là, elle est toute vide. Bon, bah, c'est certainement pas celle-là que je devrais prendre en compte. Donc, il va falloir que je trouve une colonne où il n'y a pas de valeur nulle. Voilà, par exemple, si je prends GFDL last, vous voyez bien que vous avez des colonnes vides. Si je prends celle-ci, eh ben, vous allez avoir une problématique parce que votre ordinateur ne va pas calculer les colonnes, les cellules vides. Et donc, votre analyse va être forcément fausse. Donc, si je prends maintenant Food Assessment, je sais que je vais avoir besoin de calculer, donc d'avoir en fait deux lignes avec oui ou non, s'ils les ont reçues. Donc, je vais prendre la donnée Food Assessment et je vais la glisser tout simplement dans rows, donc dans les lignes si vous êtes en français. Et vous voyez sur mon écran que vous avez rows labeled 1, 2, blanc. Maintenant, il n'y a pas de valeur calculée parce que je n'ai pas indiqué en fait de base de calcul pour mon tableau. Donc je vais prendre Food Assessment, je vais prendre exactement la même donnée. Pourquoi? Parce que si je retourne dans ma base de données et que je recherche la question Food Assessment, qui doit être... Alors un instant. Food Assessments. Euh, évidemment, je ne la retrouve pas en même temps que je vous parle. Donc, c'est une des premières questions. C'est une des valeurs qui n'est pas vide. Bon, je vous la retrouverai, mais en l'occurrence, je sais qu'elle n'est pas vide. Donc, je vais vous l'utiliser directement. Donc, je vais prendre Food Assessment et je vais aussi le glisser dans valeur. Et vous voyez ici que vous voyez déjà apparaître vos calculs. C'est-à-dire que l'ordinateur va calculer pour la question, les réponses 1 et 2, combien de fois cette réponse apparaît. Maintenant, ça paraît un petit peu illisible parce que vous avez 1 et 2 comme réponse. Si je vais sur mon dictionnaire de données, je vois que la réponse 1 équivaut à oui et que la réponse 2 équivaut à non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon tableau. Je vais cliquer sur 1. Je vais aller ici, donc, dans ma barre de formule, et je vais écrire oui, parce que ma réponse 1 équivaut à oui. Je vais faire exactement pareil pour 2. Je vais cliquer ici et je vais mettre non. Donc, je sais qu'il y a 37 personnes qui ont répondu oui et 110 personnes qui ont répondu non. Maintenant, je vais retourner sur valeur, ici à droite. Je vais cliquer sur Sum et vous voyez que vous avez la possibilité de Value Field Settings. Donc, je vais cliquer ici et là, je vais pouvoir en fait choisir si les valeurs, je veux qu'elles soient comptées.
Si je veux que ça soit une somme, si je veux que ça soit une moyenne, si je veux calculer le maximum, le minimum, donc ici, vous avez une myriade de possibilités. Vous pouvez les compter, vous avez la variance aussi. Donc, ce qu'on a un peu expliqué théoriquement parlant, vous allez pouvoir l'appliquer directement. Moi, il s'avère que je veux pas faire une somme des résultats, je veux compter le nombre de fois qu'une personne a dit oui et le nombre de fois qu'une personne a dit non. Donc, je vais plutôt utiliser compte. Je vais également renommer count of food as et je vais mettre aide alimentaire reçue. Comme ça, on va clarifier de quoi on parle. Ensuite, je vais aller sur show value as et là, je vais vouloir avoir un calcul de pourcentage. Ça va m'aider en fait à formaliser la donnée en pourcentage, ce qui est un peu plus lisible. Et donc, je vais cliquer sur pourcentage de la colonne totale. Donc, il va calculer le nombre de données divisé par la moyenne, multiplié par 100, ça va me donner le pourcentage. Donc, je clique sur le pourcentage, je clique sur format du nombre, parce que là, je vais pouvoir choisir comment je veux que le nombre apparaisse. Je clique une fois encore ici. Vous voyez que sur le côté, en fait, ce qui va apparaître, c'est pourcentage. Je vais enlever le nombre de décimales après la virgule, parce que moi, je veux que ce soit des pourcentages ronds. Et je vais cliquer OK. Une fois que j'ai terminé, je clique sur OK. Et vous voyez qu'ici, maintenant, je peux avoir l'aide alimentaire reçue en forme de pourcentage selon le oui ou non. On va nettoyer un petit peu. Je vais enlever les blancs, parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais aussi formater un peu la couleur. Donc, je vais aller dans Design. Je vais regarder un peu ce qui me plaît. Je vais prendre une couleur sobre. Voilà. Et ça rend en fait un rendu beaucoup plus lisible. Donc ça, c'était le premier tableau croisé dynamique. Si vous avez du mal à suivre le premier, on va en faire un ou deux de plus. Comme ça, vous allez pouvoir voir la logique. Je vais vérifier si on n'a pas des questions, excusez-moi, en même temps. OK. Donc, maintenant que vous avez compris la première logique du tableau croisé dynamique, la deuxième question, on va voir que on veut également avoir le pourcentage des ménages qui ont bénéficié d'une aide alimentaire par région. Donc, vous voyez que quand on pose cette question, là, vous avez combien de ménages ont reçu une aide alimentaire, 40%, 60% de oui ou non. Là, on va rajouter une dimension de région. Donc, on va rajouter une donnée en plus. On recommence sur le même principe qui est, vous retournez sur votre base de données, vous sélectionnez votre base de données en entier, vous cliquez sur Insérer, tableau croisé dynamique. On va sélectionner où est-ce que je veux le faire apparaître. Donc là, je vais retourner sur mon tableau d'analyse. Je sélectionne la première cellule. Et une fois encore, j'ai ce tableau qui apparaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre Food Assessment parce que c'est la donnée qui va me donner les personnes qui ont été aidées. Je vais la mettre en valeur parce qu'une fois, c'est une colonne qui n'a pas de vide. Je vais également la mettre en colonne parce que ici, je vais avoir le oui ou le non qui va apparaître. Maintenant, la deuxième donnée, si vous avez suivi qu'on veut voir, c'est la région. Donc, je vais t'appeler région et je vois ici que j'ai une colonne où on a répertorié différentes régions. Donc, je vais aller cliquer sur région, le faire glisser jusqu'à ligne. Et vous voyez maintenant que j'ai un tableau qui apparaît devant moi, où là, je vais avoir région 1, région 2, région 3. Nous avons toujours la problématique du 1 et du 2. Donc maintenant que vous savez faire, vous cliquez, vous allez changer par oui ou par non. On retourne bien dans la barre de calcul. Voilà. Ici, en fait, on va avoir des calculs. Une fois encore, moi, j'aimerais bien que ces calculs, ils apparaissent en pourcentage. Donc si vous vous rappelez de ce qu'on vient de faire, ça veut dire que je vais retourner sur les valeurs. Je vais cliquer sur Settings. Et ici, on va commencer à choisir en fait comment on va calculer nos données. Moi, je veux pas que ça soit une somme, je veux compter mes données. Donc, je vais faire compter. Ensuite, je vais changer le nom. Je vais mettre aide alimentaire reçue, par exemple, pour un peu expliciter mon analyse. Je vais choisir comment va apparaître ma valeur. Donc, moi, j'ai toujours envie que ça soit un pourcentage. Et je vais choisir que ce pourcentage n'est pas décimal. Je clique OK, OK. Et là, vous voyez que toutes mes valeurs apparaissent en pourcentage. Maintenant, je vais enlever les valeurs vides, parce que ça ne nous intéresse pas. Donc là, vous voyez que maintenant, vous avez un tableau où vous avez juste les pourcentages qui apparaissent.
Je vais choisir le design, donc je vais aller en haut, à côté de Pivot Table Analyse, vous avez Design. Je vais choisir un design qui me convient pour avoir une espèce de d'harmonie dans votre analyse. Et donc là, vous avez votre analyse qui est faite directement selon les régions. Donc on voit qu'il y a des régions où vous allez avoir un pourcentage qui est plus grand pour les oui et d'autres régions plus grandes pour non. Donc on va voir que selon les régions, c'est pas équitable. Maintenant, on va faire une deuxième analyse où là, on va utiliser euh, une variable de durée. En fait, on va utiliser la moyenne par la région. Donc la question qu'on va aborder, c'est combien de jours les denrées alimentaires distribuées lors du dernier cycle d'aide alimentaire ont-elles duré? Alors, je regarde 5 minutes, je pense qu'il y a une question. Possible de mettre le fichier Excel de l'exercice dans le chat? Oui, on va s'en occuper maintenant. C'est dans la boîte à outils Excel. Vous allez pouvoir retrouver l'étude de cas où vous avez le dossier Excel. Donc, boîte à outils Excel qui est dans le Learning Corner. On va vous mettre ça rapidement. Donc, je reviens sur ma question et là, on va faire la moyenne en fait par région. Combien de temps par région l'aide alimentaire dure par jour? Donc, pour ce faire, vous connaissez déjà, on va aller sur la base de données, insérer, pivot table. Je vais donc aller chercher où est-ce que je vais faire apparaître. Je sélectionne une cellule. OK. Nous revenons donc à notre possibilité. Et là, en fait, l'enjeu, ça va être de calculer par région la moyenne, en fait, du temps pour lequel la denrée alimentaire va durer. Pour ce faire, je vais d'abord aller dans le dictionnaire des données et je vais rechercher la donnée où on a la question de durée. Alors moi, j'ai triché un peu parce que je connais en fait quelle donnée. C'est une donnée qui est GFD last. Et donc, cette donnée, on voit combien de jours la nourriture provenant de la distribution alimentaire générale du dernier cycle d'aide alimentaire a-t-elle duré? C'est une type de donnée, c'est des nombres entiers et l'intervalle est de 1 à 35. Donc, maintenant, je sais que c'est cette donnée que je dois aller chercher pour calculer. Je retourne dans ma base de données. Je sais que cette donnée, on la veut par région. Donc, tout d'abord, je vais aller chercher la donnée région. Je vais la mettre dans la colonne. Tu as pu trouver. Ensuite, alors, je vais vous demander un petit instant. Je vais juste indiquer où chercher la base de données. Donc, je vais vous indiquer en ligne où chercher la base de données pour que vous puissiez la suivre avec moi. Je vais vous donner le lien du Learning Corner qui est... Alors, on va aller sur le Learning Corner de CartoNG. Dans le chat que je vais essayer d'accéder ici, je vous donne le lien. Quand vous allez dans la boîte à outils Learning Corner, je vais vous mettre directement le lien de l'étude des cas. Ah non, excusez-moi, c'est pas cette boîte à outils. C'est la boîte à outils analyse de données quantitatives, l'étude de cas ici. Et donc, je vais vous donner ce lien-là en espérant qu'il fonctionne. Donc, normalement, vous allez pouvoir télécharger la base de données afin de suivre avec moi. Donc, je reprends mon analyse. On avait la question de la denrée alimentaire selon les régions par jour. Donc là, vous allez avoir les régions et donc il va falloir venir chercher la donnée de l'aide alimentaire. Donc, je vais aller chercher la donnée qui est, on avait dit GF, celle-ci, et donc que je vais mettre en valeur. Vous voyez que ces données, c'est des chiffres entiers qui apparaissent, et donc là, on sait qu'on veut la moyenne. Donc, je vais retourner dans ma valeur, dans Settings, et ici, vous voyez que je vais aller chercher Average. Donc, ça va me calculer la moyenne. C'est une moyenne que je vais montrer en chiffres absolus, donc il n'y aura pas de calcul. Je vais aller dans le format et ici, ça va être un chiffre qui va apparaître et je veux une virgule après, un chiffre après la virgule. Et je vais mettre OK. Et donc ici, vous voyez que vous allez avoir la moyenne par région. Une fois encore, je vais enlever les blancs. Hop. Et donc là, vous avez une moyenne par région de combien de temps dure la denrée alimentaire. Une fois encore, je mets un joli design et voilà.
On va faire une dernière analyse et ensuite on va passer à la visualisation de ces données parce que ça vous permet en fait de répondre aux questions en disant bah voilà concrètement si vous voulez une moyenne par région, vous savez que dans la région 2 vous avez une moyenne qui est beaucoup plus faible que dans la région 3 et 1. Donc on va se poser la question, la dernière question c'est en fait est-ce que cette durée de denrée alimentaire elle va dépendre aussi de la taille de votre foyer? Pour ce faire, on va aller chercher dans ma base de données deux informations. La première information qu'on appelle DMHH size, c'est en fait la taille de votre foyer. Une fois encore, ça, vous pourrez aller voir dans le dictionnaire de la base de données parce que ça vous indique. Et GFD last, c'est combien de temps votre denrée alimentaire a duré. Je vais le faire rapidement, mais en fait, je vais cette fois pas invoquer directement un tableau croisé dynamique. Je vais aller dans ma base de données, copier-coller les données rapidement ici pour ensuite générer un graphique. Pour ce faire, je vais aller dans ma base de données, je vais cliquer CTRL F et je vais aller chercher euh, Food Assessment ici, parce que c'est pour savoir s'ils ont reçu une denrée alimentaire. Je me souviens que 1, c'est égal oui et 2, c'est égal non. Donc, je vais juste sélectionner 1 parce que je veux juste les familles qui ont reçu une aide alimentaire. Donc là, vous voyez en filtrant, je vais avoir 37 familles, ici on voit en bas à gauche, qui ont reçu une aide alimentaire. D'accord? Donc, maintenant que j'ai cette information des 37 familles, je veux savoir combien de temps ça va durer, leur denrée alimentaire. Le lien, questionnaire Kobo. Ah, le lien va vers un questionnaire Kovo. C'est parce que c'est le deuxième lien, je m'excuse. En allant vite, je vous ai mis le lien. Hop, je rectifie ça tout de suite. Voilà. Donc, vous avez normalement le lien pour la base de données. Donc maintenant, je vais sélectionner cette colonne où vous avez combien de temps dure la denrée alimentaire. Je vais faire euh, sélectionner toute ma base de données, évidemment. Hop. Donc toute cette colonne. Je la copie et je viens la coller en dessous, ici. Ensuite, il me faut la taille des ménages. Donc, je vais juste retourner rapidement dans ma base de données. Je vais faire CTRL F. Je vais chercher la question du DMH. Voilà, donc je sais que la taille de mon ménage, de mon foyer, à chaque fois est indiquée ici. Je sélectionne ma colonne, je la copie-colle ici. Maintenant que nous avons regroupé dans un même espace la taille de vos ménages ainsi que combien de temps les denrées alimentaires durent, je vais sélectionner ces deux informations. Donc, au lieu de sélectionner toute ma base de données, cette fois-ci, je vais sélectionner ces deux informations et je vais en fait établir un tableau croisé dynamique à partir de ces deux colonnes seulement. Donc là, je vais faire insérer, tableau croisé dynamique. Je vais lui indiquer où est-ce que je veux le mettre. Je vais le mettre ici. Et je vais cliquer OK. Donc là, ce qui va être important pour nous de voir, ça va être euh, donc, alors attendez, j'ai fait une erreur dans mon calcul. Ah oui, non. Ça va nous servir pas à faire un tableau croisé dynamique, mais à faire un graphique. Donc, je vais effacer ce tableau croisé dynamique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais générer directement, on va faire delete, et je vais générer directement, en fait, un graphique, parce que je vais voir la dispersion. Donc, je vais sélectionner ici, je vais mettre insérer, et là, je vais avoir en haut d'insérer recommended chart, donc graphique recommandé, et vous voyez que je vais m'intéresser à la dispersion. Ici, on va donc insérer le graphique. Et si je vais avoir de plus amples informations, donc vous voyez ici que de 0 à 15, je vais avoir très peu de données. Ça sert donc à rien que je garde ce 0 à 15. Je vais double-cliquer ici. Et sur le côté, le minimum, je veux qu'il soit de 15. Et donc quand je fais entrer, vous voyez que ça maintenant me met une variation de 15 à 33. Et la dernière chose que nous allons faire, c'est insérer
la trend line, donc en fait pour voir la tendance générale. Et donc là, ici, je vais juste l'indiquer en orange afin d'avoir une meilleure visibilité de cette tendance. Voilà. Donc maintenant, on va terminer cette série d'analyses. Donc là, vous avez pu voir comment on faisait des tableaux croisés dynamiques. Et donc, ça vous permet de créer des analyses rapides en utilisant la somme, le compte ou alors les moyennes. S'il n'y a pas de questions, je vais rapidement passer sur la question de la visualisation. Donc, je vais revenir à mon PowerPoint et on va rapidement parler de la visualisation des données. Et ensuite, j'aimerais vous montrer une ou deux visualisations. Pour la visualisation des données, pourquoi est-ce qu'on visualise une donnée? La question de la visualisation, c'est vraiment de faciliter votre communication, de la simplifier et de résumer. Et donc, on va essayer de mettre en évidence des informations afin qu'on puisse les utiliser correctement pour prendre des décisions. Une fois encore, si votre moyenne n'est pas parlante au vu de votre jeu de données, mais que vous montrez la moyenne à votre manager et que vous lui expliquez qu'en fait la moyenne montre telle information et que c'est faux, vous allez prendre une mauvaise décision selon votre calcul. Donc la visualisation, l'objectif de toute visualisation, c'est de s'adapter à son public. Donc l'objectif, c'est de comprendre à qui on s'adresse et ensuite de convoyer une information qui va être claire et précise selon le public visé. Pour ce faire, vous devez avoir une bonne connaissance de vos données. Si c'est pas le cas, vous pouvez avoir recours au dictionnaire des données. Sinon, vous pouvez avoir une bonne tasse de café devant vous et explorer vos données en essayant de comprendre ce que vous avez en face de vous et en vous aidant en fait du questionnaire de base qui va vous permettre de comprendre quelles questions ont été posées et donc quelles données vous avez collectées. Ensuite, la visualisation des données, ça vous permet donc de représenter graphiquement l'information des données et donc de l'utiliser pour partager l'analyse et prendre des décisions basées sur ces données. On sait tous qu'en fait, un bon graphique, ça parle déjà beaucoup plus aux gens que parfois des tableaux avec des chiffres. On dit souvent que donc, la visualisation, c'est en fait la rencontre entre une histoire, donc en fait ce qu'on explique, l'objectif, qu'est-ce que je vais essayer d'expliquer, comment je vais l'expliquer, donc la forme visuelle, et l'information que je vais donner. Donc il faut bien garder en tête que quand vous utilisez des graphiques, vous racontez une histoire. Et donc que vous allez avoir pour objectif de convoyer l'information de la manière la plus simple et efficace possible. Pour réussir la visualisation, il faut que vous ayez répondu à ces différentes questions. D'abord, vous allez devoir définir votre public, fixer l'objectif de votre communication, définir la mise en page, choisir votre sujet et votre histoire. Donc, en fait, si vous étudiez une zone, vous allez expliquer en fait pourquoi on étudie cette zone, quels sont les types de populations et autres. Donc après, il y a la collecte de données qui vient après coup. Ensuite, vous traitez vos données et vous allez pouvoir analyser et identifier les tendances. Les bonnes pratiques, je vais aller rapidement parce qu'en fait, j'aimerais qu'on le fasse ensemble. C'est de choisir la bonne visualisation. Donc, vous allez avoir différents types de données. On parle de données discrètes, si c'est des données numériques. Par exemple, le nombre d'employés dans un bureau. Les valeurs continues, c'est quand en fait, on va mesurer une valeur dans une fourchette. Par exemple, la précipitation au cours d'une année. Et les catégories, bah, par exemple, si vous appartenez à une catégorie, je sais pas, ethnique, religieuse ou autre, ça, c'est des catégories. Ou le type de produit vendu, par exemple, c'est des catégories. Donc ça, c'est votre différent type de données. Bien sûr, votre différent type de données, elle va impacter le choix de votre visualisation. Donc, il faut sélectionner en fait la bonne visualisation en fonction de votre type de données. Si c'est l'évolution dans le temps, il est clair que vous n'allez pas utiliser un chart avec des barres. Si vous avez une comparaison, vous n'allez pas forcément utiliser une ligne dans le temps, etc. Donc, par exemple, ici, on a différents types de données. Si vous avez une comparaison nominale, vous allez plutôt avoir un graphique à barres. Si vous avez un écart, vous pouvez avoir, par exemple, en fait, une courbe. Si vous avez une corrélation, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à utiliser des courbes une section avec des abscisses. Vous pouvez avoir la méthode de classement, une série chronologique ou une distribution, comme je vous ai montré juste avant. Donc voilà, en fonction de ce que vous allez, le type de données que vous allez traiter, vous n'allez pas choisir forcément le même graphique. Brièvement, je vais vous montrer les différents graphiques et du coup leur logique derrière. Pour l'évolution dans le temps, vous allez avoir le graphique linéaire, qui là fait sens parce que visuellement, vous voyez bien qu'il y a une évolution dans le temps, avec le pourcentage sur la gauche. Donc ça, c'est plutôt pour des données chronologiques.
Vous allez avoir le tableau à barres qui, lui, permet en fait de faire une comparaison graphique, soit de deux catégories, hommes-femmes. Voilà, vous pouvez avoir soit des tableaux à barres l'un à côté de l'autre, soit dans une même barre, et à ce moment-là, vous avez les pourcentages qui sont montrés. Par exemple, visuellement, une des erreurs de ce graphique, vous voyez bien que les couleurs sont peu discernables. Donc ça, c'est une des bonnes pratiques qu'il va falloir faire attention, c'est la couleur. Le diagramme, ça, il faut faire très attention, on l'utilise parfois à tort et à travers. Vous ne pouvez l'utiliser que si vous montrez la somme d'un tout. Donc le diagramme, il faut forcément en fait avoir, si je veux la répartition de la population selon la religion, bah, en fait, s'il y a la totalité de la population qui ensuite va être divisée selon leur religion. Donc on montre un tout et une désagrégation du tout. Vous pouvez pas l'utiliser si vous faites une comparaison de deux domaines complètement différents. Enfin, le diagramme à barres, ça c'est pour montrer et comparer différentes catégories, donc avec des nombres, des fréquences. Voilà, par exemple, là on a pris le statut. Une fois encore, la couleur, vous voyez, c'est une très mauvaise pratique que vous voyez en face de vous, parce qu'elle est très peu discernable. Et là, en fait, on va avoir la répartition selon les hommes et les femmes, et donc selon leur catégorie. Les histogrammes, enfin, ça vous permet de montrer la fréquence selon différentes catégories. Euh, Rapidement, pour tout ce qui est la représentation, on utilise plus généralement en fait le mode paysage ou portrait. Ça dépend si vous utilisez un téléphone ou un ordinateur. Vous allez faire votre choix en fonction de ces options. Également, la question du quadrillage. En fait, pour l'œil, c'est plus facile à repérer quand vous avez un espace qui est délimité. Et donc, le quadrillage, ça va vous permettre en fait d'attirer l'œil de votre destinataire. Donc, c'est important de comprendre que quand vous avez la création de relations, la mise en relation avec des lignes, par exemple, ça va aider l'œil en fait à comprendre l'information plus rapidement. Ensuite, il est évident que si vous avez des informations qui sont liées entre elles, vous allez les mettre de manière plus rapprochée, tandis que si vous avez des informations qui ne sont pas forcément liées entre elles, vous allez choisir de les disposer en fait à différents coins de votre écran. Et donc les informations qui seront liées seront plutôt en centre entre elles, ou alors à droite, à gauche, regroupées entre elles, et celles qui ne sont pas liées vont être séparées dans l'espace. Donc, je vous le mentionnais, tout ce qui est enfermé dans un espace clos, ça va aider l'œil en fait à comprendre que ces informations vont ensemble, tandis que tout ce qui est lié par des liens ou des flèches, ça va montrer la connexion et donc votre esprit, il va forcément comprendre l'information plus rapidement. Donc ça, c'est des concepts de base qu'on va voir en application. Et donc, je vous montrerai, je vous partagerai aussi le support, mais vous avez des palettes de couleurs qui vont vous permettre et effectivement d'utiliser, enfin, de véhiculer votre information de manière plus fluide. Vous allez voir aussi, Information is Beautiful, c'est un site qui vous aide à vous montrer comment utiliser le graphisme pour convoyer une information. Je vais directement revenir à mon tableau Excel parce que j'aimerais donc maintenant qu'on formalise ces analyses sous forme de tableau de bord. Donc, vous voyez ici qu'on a fait nos analyses. Voilà, vous avez obtenu vos pourcentages, vous avez obtenu vos moyennes. Ici, on a fait un premier graphique. Donc là, ici, par exemple, j'ai utilisé la dispersion. Pourquoi? Parce qu'on avait différents types de foyers. Donc en bleu, vous allez voir que c'est vos foyers. Et c'est une dispersion donc entre le nombre de jours et le nombre de personnes dans le foyer. Et vous voyez qu'ici, j'ai pas fini mon graphique parce que j'ai pas mis les informations complémentaires qui sont le titre, qui sont les légendes. Et donc, on va le compléter de manière à ce qu'il soit compréhensible pour la personne qui va devoir l'analyser. Ce qu'on va faire, c'est que pour commencer, oui, tout à fait, je reviendrai plus tard sur les sources. Et une fois encore, ça vous sera partagé, donc vous allez pouvoir retourner sur les sources que je vous ai indiquées rapidement. Je voudrais juste me concentrer sur le fait de le faire avec vous, comme ça vous allez voir concrètement comment ça se présente à l'écran. Donc, on va essayer de faire un tableau de bord. Pour faire un tableau de bord, Excel, en fait, est tout à fait pertinent pour faire des tableaux de bord. Moi, j'ai juste créé une page nouvelle et j'ai mis, vous voyez, la première ligne en couleur avec accès à l'aide alimentaire. Et donc, je vais juste représenter l'information qu'on a analysée auparavant et je vais la représenter sous forme de tableau de bord. Le première analyse qu'on va vouloir montrer, vous voyez qu'on avait vu la répartition de l'aide alimentaire selon les personnes qui l'ont reçue et qui l'ont pas reçue. Bon, bah, je vais essayer de transcrire ce tableau en en un graphique. Donc, pour ce faire, moi, je vais utiliser des tableaux croisés dynamiques. C'est des graphiques croisés dynamiques, pardon. Donc, c'est des graphiques qui vont pouvoir
filtrer et donc la formation va changer, le graphique va changer en fonction de votre information. Donc ça donne des tableaux de bord un petit peu plus dynamiques. Pour ce faire, je vais retourner une fois encore sur ma base de données. Je vais la sélectionner. Je vais aller dans Insérer. Et là, vous voyez que vous avez Pivot Chart ou je pense que c'est diagramme croisé dynamique. Donc vous allez cliquer dessus. Une fois encore, ils vont demander où est-ce que vous voulez mettre ce diagramme. Et là, je vais aller directement sur ma page de tableau de bord. Je vais sélectionner une cellule et je vais cliquer OK. Tout euh, diagramme va venir avec un tableau croisé dynamique. Donc vous pourrez me dire, oui, on aurait dû faire les deux en même temps. Oui, tout à fait, vous pouvez faire les deux en même temps ou vous pouvez les faire séparément. Ça dépend de l'objectif de votre analyse. Il y en a qui veulent des analyses séparées, il y en a qui veulent des analyses connexes. Maintenant, je vais faire exactement la même manipulation qui est de remettre mes informations comme un tableau croisé dynamique dans le tableau de droite. On se rappelle que la distribution de l'assistance alimentaire, elle est dans la colonne Food Assessment. Donc, je vais la prendre et je vais venir la glisser dans mes axes. Là, vous voyez rien qui apparaît, c'est normal. C'est parce que je n'ai pas encore mis les valeurs. Une fois encore, je vais prendre cette même donnée que je vais glisser dans les valeurs et que on va cliquer ici dans Settings et je vais renommer aide alimentaire reçue. Une fois que j'ai fait ça, je sais que je veux que ça soit compté et non pas une somme. Et je sais aussi que je veux avoir un pourcentage. Donc je vais mettre pourcentage. Une fois encore, je vais aller sur le format. Je vais enlever les décimales parce que je ne veux pas de virgule. Et je vais cliquer OK. Ici, déjà, vous voyez que votre diagramme, il a changé, votre graphique, il a changé pour avoir différentes... ici, on a 40% qui apparaissent et ici, 60%. Maintenant, si je fais la visualisation d'un tout, quel type de diagramme vous conseilleriez ici maintenant pour visualiser le nombre de personnes qui a reçu et qui n'a pas reçu? Pendant que vous mettez le type de diagramme circulaire, est-ce que vous avez d'autres idées? En attendant, je remets, vous vous rappelez qu'il faut changer le 1 et le 2 par oui et par non, sinon c'est très peu compréhensible. Et une fois encore, on va faire disparaître les blancs en filtrant. Voilà. Donc on peut voir que maintenant j'ai 40% et 60% qui apparaissent, ce qui correspond à notre analyse précédemment faite. Et donc, oui, merci. Alors, je n'ai pas le nom de la personne, mais qui a indiqué circulaire. Effectivement, ce n'est pas ce type de graphique qui va être le plus parlant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer sur mon graphique, clic droit, et ici, vous avez changé le type de graphique. Je vais cliquer, et vous voyez ici que vous avez différents types de graphiques. Je vais directement aller sur le pie, donc le circulaire. Alors, en fait, dans les bonnes pratiques, on va éviter d'utiliser tout ce qui est un petit peu design, 3D et tout ça, parce qu'en fait, ça va attirer l'œil sur un détail de graphique qui va, en fait, venir contrecarrer l'information que vous allez montrer à l'écran. Donc, on va rester le plus sobre possible. Maintenant que j'ai ce circulaire, il va me manquer quelques données. Vous voyez que maintenant, j'ai ma légende oui/non qui apparaît. Néanmoins, je vais vouloir donner un titre, parce que sans titre, ça va être peu compréhensible. Donc, je clique, je mets accès des ménages à l'aide alimentaire. Et donc ici, je voudrais que mes données apparaissent directement dans mon graphique. Je vais donc cliquer sur mon graphique, clic droit, et je vais mettre Add Data Labels. Donc c'est ajouter les données. Et vous voyez que maintenant, 60% et 40% se retrouvent dans mon graphique. Je vais cliquer dessus, et vous voyez que noir sur couleur, c'est peu visible. Je vais donc aller changer la couleur et mettre du blanc. Et je vais même les mettre en gras. Maintenant que j'ai fait ça, vous avez votre diagramme, vous avez la légende. Je vais quand même changer la couleur parce que je vais choisir d'avoir une harmonie de couleurs. Donc je vais aller dans Format, non plutôt Design, excusez-moi. Vous voyez ici que je peux changer la couleur. Et donc moi, je vais plutôt choisir ce type de couleur-là qui correspond à la couleur que j'utilise généralement. Je vais donc sélectionner ce type de couleur. Je vais également cliquer droit et vous voyez qu'il y a Outline, donc c'est mise en lumière ou surlignage. Et moi, je vais choisir d'en mettre un blanc parce que ça va séparer légèrement mes données, vous voyez, entre elles avec un léger trait blanc. Et donc, je vais même grossir un petit peu cette outline
venir faire une ligne un petit peu plus visible. Voilà. Et donc, on voit bien que ma donnée séparée, 40 et 60, sont séparées. Une fois encore, si vous avez des données qui sont importantes, vous allez choisir une couleur qui va les mettre en valeur. Si vous voulez voir que 40%, c'est plus, vous mettre en avant que le fait que ça soit 40% qui ont reçu, bah, le orange paraît plus approprié. Néanmoins, si vous voulez mettre en valeur le 60%, intervertissez les couleurs et mettez le 60% en couleur. Donc, si je voulais mettre plutôt le non en valeur, je cliquerai sur mon côté du camembert, je vais aller dans couleur, et là, je vais plutôt le changer en orange, par exemple et choisir de mettre le 40% en bleu, parce que je vais penser que le bleu, c'est moins ce que je vais faire ressortir de mon graphique. Donc là, vous voyez que vous avez votre diagramme. Si je viens sélectionner le filtre, vous voyez que votre diagramme va changer en fonction du filtre. Bon, là, il n'y a pas trop d'intérêt parce que vous avez que deux catégories, néanmoins, ça peut s'avérer intéressant. Maintenant, votre tableau ne va jamais partir. Ce tableau pivot table est lié directement. Si vous le supprimez, vous supprimez vos données. Donc, moi, quand je fais un tableau de bord, mais ça, c'est une pratique que j'aime et vous pouvez en avoir d'autres et vous pouvez partager dans le chat si vous avez d'autres pratiques, c'est que moi, je choisis toujours de mettre mon fond de cellules en blanc et que généralement, je viens juste glisser mon graphique au-dessus de mon pivot table, le ragrandir et juste laisser apparaître mon pivot table. Donc, si vous avez déjà créé votre premier graphique, on va peut-être un peu, voilà, diminuer. Maintenant, on va faire un deuxième graphique qui va être le graphique l'accès des ménages à l'aide alimentaire par région. Une fois encore, vous revenez sur votre base de données, vous allez cliquer sur le graphique Pivot Chart. On va indiquer où est-ce que je vais venir le mettre. Donc, on va aller sur le tableau de bord, juste à côté. On va plutôt cliquer ici, parce que c'est mon Pivot Table qui va apparaître. Je clique OK. Et donc là, on va refaire la même manipulation, on va venir glisser des informations. Donc, une fois encore, on va aller chercher l'assistance qui a répondu, qui avait reçu. On va le mettre en légende. Je vais ensuite mettre la même valeur pour les valeurs, qu'on va venir changer après coup. Et je vais rajouter la notion de région. Parce qu'on voit bien qu'en fait, les régions, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va le mettre en axe. Une fois encore, si légende axe, vous n'êtes pas vraiment sûr, vous pouvez intervertir et vous voyez comment ça apparaît à votre écran. Et à ce moment-là, vous changez en fonction de ce que vous voulez montrer sur votre graphique. Bon, on voit maintenant que j'ai les régions qui apparaissent. Alors, est-ce que vous avez d'autres idées pour visuellement montrer cette information? Alors, pendant que vous répondez dans le chat, je vais enlever les blancs, voilà, pour ne faire apparaître que les régions. J'ai pas besoin de changer région 1, région 2, région 3 parce que c'est compréhensible. Par contre, 1 et 2, une fois encore, c'est peu compréhensible. Donc, quand je veux changer la légende, vous voyez, je vais venir changer dans le pivot table. Donc, je vais cliquer sur 1, je vais aller dans la formule et une fois encore, je vais changer la légende. Et vous voyez qu'automatiquement, votre oui apparaît dans votre graphique. Je vais faire de même pour 2. Et donc, on va faire non. Voilà. Donc maintenant, ma légende est à jour. Alors, est-ce que vous avez des idées sur comment faire apparaître cette information? Je n'ai pas forcément de propositions qui sont arrivées à l'écran. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer d'abord mon graphique. Donc là, on voit que c'est des graphiques qui ont la même information. Donc, c'est intéressant pour moi de les garder l'un à côté de l'autre, puisque ça traite de la distribution de la réception de l'aide alimentaire selon les ménages. Donc, je vais les mettre sur la même ligne. Comme ça, on voit que l'information, elle est concomitante, elle se relie. Barre groupée, oui, c'est une excellente idée, effectivement. Barre empilée, ça nous aidera beaucoup mieux à visualiser cette information. Donc, je vais cliquer droit. Je vais aller changer. Donc, merci à Narcisse et à Josiane qui ont suggéré cette information. On va effectivement aller chercher, vous voyez, Stack Column, ici. Je clique OK. Et donc ici, vous voyez qu'on va avoir le oui et le non qui apparaissent. Une fois encore, j'ai plutôt envie de visualiser mes données dans le graphique. Donc, je vais mettre Add Data Labels. Je vais sélectionner mes données et les faire apparaître en blanc. Vous voyez que malheureusement, j'ai sélectionné que la donnée en rouge. Du coup, j'ai que les labels, enfin la légende qui apparaît pour le rouge. Donc, je vais plutôt cliquer sur le bleu et faire la même manipulation. Maintenant,
Je vais venir enlever cette barre sur le côté parce que ça m'intéresse pas. J'aime pas trop avoir les barres derrière, vous voyez, cette espèce de ligne, donc je vais les enlever également. Donc normalement, si j'appuie dessus, voilà. Et donc là, vous avez un graphique qui est plutôt épuré et qui vous montre les informations. Je vais garder ma légende en dessous. Une fois encore, je vais plutôt harmoniser les couleurs et donc je vais décider d'aller dans Design, couleurs. Je vais reprendre les mêmes couleurs et là, je vais penser que... Alors là, généralement, si vous avez oui, non d'une couleur à gauche, vous allez reprendre les mêmes couleurs à droite. Ça paraît logique. Donc mon nom devrait être en orange. Donc je vais sélectionner le bleu, clic droit et je vais changer la couleur qui devait être un orange comme ceci. Et vous voyez que mon nom, mon oui, pardon, devrait apparaître en bleu et donc je vais changer la couleur. Voilà. Et donc en fait, c'est important de garder une harmonie en fait dans vos couleurs et dans vos graphiques parce que si votre oui, il est d'une couleur d'un côté et d'une autre couleur de l'autre côté, vous allez avoir un problème de compréhension, vous allez perdre votre public. Donc maintenant, en fait, on a deux graphiques qui sont liés l'un à l'autre et qui, on peut le voir grâce au filtre, par exemple région, peuvent changer de forme en fonction des informations que je veux afficher. Donc, si je mets OK, là, vous voyez que j'ai plus que deux régions qui apparaissent au lieu de trois. Donc ça, c'est utile d'avoir une sorte de dynamisme dans votre graphique. Je vais aller retourner chercher dans mon analyse ce graphique-là qu'on avait fait. Je vais le copier-coller parce que lui, il était déjà effectué. Je vais le copier-coller ici. Et vous voyez que nous, on n'a pas terminé de le travailler. Alors, ce graphique, on voit qu'il parle de la répartition, non, de la durée de l'aide alimentaire selon la grandeur du ménage. Donc, il n'est pas forcément lié, vous voyez, à ces deux-là. Donc, c'est bien qu'on le mette en dessous, qu'on le mette un peu en décalé. D'ailleurs, si visuellement, on voudrait mettre une séparation, on peut tout à fait sélectionner la ligne 18 comme ceci. Voilà. Choisir de mettre une bordure et vous voyez que vous allez avoir une légère limitation. Souvent, je ne les mets pas en noir, je les mets un petit peu en grise, quelque chose de plus doux. Voilà. Ah non, je me suis trompée. J'ai fait l'intérieur. Hop. Donc, on va plutôt mettre pas de fil et on va choisir ici la ligne de votre bordure qui va être comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez une légère bordure qui apparaît. Ensuite, nous allons donc mettre un titre à ce graphique. Donc là, je vais mettre durée de l'aide alimentaire. Alimentaire des ménages selon leur taille. Déjà, nous avons le titre. Ensuite, vous voyez qu'on a une problématique de légende. En fait, on ne sait pas ce qui apparaît en abscisse et en ordonnée. Donc, je vais cliquer droit, mettre plus. Et là, je vais faire apparaître les titres. Vous voyez, quand je tape sur Axe Titles, ça vous fait apparaître les légendes. Ici, je vais venir cliquer à l'intérieur de la légende et je vais mettre l'information. Donc, l'information ici, ça va être la taille du ménage. Et ici, ça va être le nombre de jours. Donc, je sélectionne et ici, le nombre de jours. Donc, déjà, c'est plus compréhensible. Vous comprenez qu'en fait, vos ménages, ils vont de 0 à 18 personnes et qu'en termes de jours, on compte de 15 à 33 jours. Et donc, on essaye de voir par là la répartition des personnes en face. Enfin, en fonction de cette répartition. Et donc, j'ai rajouté, vous voyez, cette tendance. Pourquoi on rajoute la tendance quand on a une dispersion? C'est en fait que vous voyez là, ce qu'on comprend dans ce graphique, c'est que concrètement, plus vous allez avoir de personnes dans votre ménage, donc plus vous allez être vers le chiffre 18 sur votre axe des ordonnées, plus moins votre denrée alimentaire va durer. On voit elle dure à peine 25 jours ou moins. L'importance de mettre une tendance, c'est qu'en fait, ça va vous montrer la tendance générale. C'est que plus votre foyer est petit, plus vous allez avoir l'aide alimentaire qui va durer un nombre de jours. Plus votre foyer est grand, moins ça va durer. Et donc, cette tendance, elle vous aide à expliciter visuellement cette donnée. Donc, vous voyez ici que maintenant, on a... Donc, je vais la mettre un peu en avant, comme ça. On va même l'agrandir, cette information. Et donc, vous voyez qu'on a construit rapidement. Donc, je vais un peu le nettoyer parce que là, j'ai fait une erreur. Donc, on va remettre ces cellules en blanc, comme ceci. Et j'ai fait une courte limite, enfin une petite délimitation visuelle. Ici, voilà, on peut voir que peut-être mon titre, là, je peux les remettre en blanc.
aide alimentaire. Et donc, si je dézoome un petit peu, vous voyez que là, vous allez avoir un tableau de bord qui est rapidement fait. Vous avez déjà trois graphiques qui vous montrent trois informations importantes. Designement, enfin, au niveau visuel, vous allez pouvoir changer un petit peu, vous voyez, harmoniser votre présentation pour que ça donne un visuel plutôt attractif. Et donc là, votre donnée, elle est beaucoup plus compréhensible que si vous, par exemple, vous ne faisiez que des données en tableau. Et donc, vous avez soit la possibilité de faire votre analyse en tableau croisé dynamique, et ensuite, vous pouvez faire votre graphique à côté, ou alors votre graphique sur un tableau de bord qui sera fait séparément. Donc ici, je vais aligner un petit peu mon titre, et voilà le rendu. Je vais harmoniser tout ça. Et voilà. Donc, rapidement, je vous ai montré qu'il y a une possibilité dans Excel d'analyser rapidement vos données et également de les visualiser. La visualisation, effectivement, vous avez vu il y a des règles un petit peu, le fait de ne pas d'expliciter avec votre texte, ça c'est très important. Le fait également d'inclure les légendes, de toujours inclure vos données, c'est-à-dire la légende de la donnée en elle-même, ça aide énormément. Et donc de ne pas oublier de mettre des titres explicites qui vous permettent de comprendre. Par exemple, ici, j'ai pas fait apparaître le titre, et ça, c'est une mauvaise pratique parce que sans titre, vous allez avoir une problématique de comprendre de quoi il s'agit. Donc là, je vais mettre accès des ménages à l'aide alimentaire par région. Et donc, si vous montrez ça à votre manager, en un coup d'œil, il va pouvoir comprendre le résultat de votre analyse via une visualisation qui est claire, efficace et accessible. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Il nous reste 2 minutes. Donc, si vous avez une question que vous voulez adresser, c'est le moment. Une fois encore, je remettrai en fait le support ainsi que la vidéo qui sera partagée sur notre chaîne YouTube. Et donc, vous pourrez accéder à la formation complète via notre chaîne YouTube ou également euh, via la transmission du support. Je vais juste... N'hésitez pas si vous avez des questions de dernière minute. On a encore une petite minute. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Oui. Lara. Bonjour, excusez-moi, Ah, j'avais posé une question dans oui, le tout à chat. fait. Est-ce que vous pouvez redire comment vous avez créé la droite sur la dispersion? Comment je l'ai fait apparaître? Ouais, Ah oui, tout à fait. Alors, je reviens 2 petites secondes. En fait, quand on clique sur notre graphique, ici, vous avez, non, sur le plus, ici, vous avez tendance trend line, ça s'appelle. Il y a Et pas donc, le en fait, partage quand on d'écran. vient... Ah, pardon, excusez-moi. Effectivement, j'avais arrêté mon partage écran. Je recommence. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon Oui. maintenant. Alors, je clique sur mon graphique. Vous voyez que je vais appuyer sur plus. Et quand j'appuie sur plus, vous avez les options de voir le titre des axes, le titre de votre chart, data labels, erreur. Vous avez aussi les green lines, ce que vous pouvez choisir d'enlever, par exemple, ici. Et vous avez donc légende et tendance. Vous voyez, c'est cette ligne-là qui apparaît. Et donc moi, j'avais choisi de faire apparaître la tendance. Je vais enlever la légende. Ah non, voilà. La tendance, vous voyez qu'elle apparaît en bleu. Et moi, j'avais choisi d'aller dans plus d'options, d'aller dans la couleur. Alors, vous voyez que ici, dans les tendances, vous pouvez avoir exponentielle, logarithmique, linéaire. Moi, j'ai choisi une tendance linéaire qui va montrer en fait la tendance globale. Et j'ai choisi de la mettre en couleur ici, en orange, pour qu'elle soit un petit peu plus visible. Voilà. Et donc, vous la faites apparaître comme ceci. Donc, pour customiser, vous allez toujours avoir la possibilité de rajouter des éléments sur votre plus. J'espère que ça répond à votre question. ouais, super, merci. Parfait. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le Learning Corner de Carto-NG. Donc, on va vous le remettre. C'est là où je vous ai mis le lien. Et là, vous allez pouvoir accès à la boîte à outils Excel. Donc là, vous allez avoir un petit peu plus de détails parce que moi, j'ai voulu passer rapidement. Je voulais vraiment vous montrer une mise en pratique. Mais vous avez aussi une boîte à outils qui s'appelle Analyse quantitative et qualitative des données. Et ça vous rentrera beaucoup plus en détail sur vos possibilités. Vous avez aussi des tips au niveau de la visualisation qui vont pouvoir vous aider pour faire des tableaux
tableaux de bord et des graphiques qui sont percutants et efficaces dans la communication de l'information. Donc, on va terminer maintenant ce webinaire. Je vous remercie de votre présence et de votre participation et de votre